Maintenant, la garde côtière chinoise a pris le contrôle d'un récif contesté près d'un important avant-poste militaire philippin, dans la mer de Chine méridionale, ce mouvement ajoutant aux tensions territoriales de longue date avec les Philippines. Le gouvernement du président Ferdinand Marcos Jr. continue d'élargir les liens de défense du pays face à l'agression chinoise croissante dans la région. Un exercice militaire impliquant des navires de guerre et des avions de chasse survolant la mer des Philippines occidentales a attiré l'attention de la Chine. Les Philippines sont actuellement en état d'alerte élevé pour une guerre contre la Chine. Ces derniers mois même, les tensions entre les Philippines et la Chine ont atteint des sommets. Des petites escarmouches et collisions dans les îles et territoires contestés, jusqu'aux menaces chinoises de plus en plus agressives. La région est en ébullition pour la guerre. En réponse, les Philippines voient de plus en plus de troupes américaines débarquer sur ces rivages. Des tests de missiles ont lieu, et les Philippines intensifient leurs exercices militaires avec les États-Unis. La nation insulaire se prépare à la guerre. Aussi récemment qu'en mars 2025, le secrétaire à la défense Pete Hegseth s'est rendu à Manille. Il a rencontré le président Marcos et Gilberto Teodoro pour discuter des futurs efforts de dissuasion militaire dans la région Indo-Pacifique. Pendant la réunion, les dirigeants ont aussi parlé d'un plan pour consolider et accroître les engagements financiers. L'un d'eux étant un engagement américain de 500 millions de dollars en juillet 2024 pour aider à moderniser l'armée philippine. L'accord prévoit aussi le déploiement d'une infrastructure militaire américaine plus avancée. Cette infrastructure incluait la vente de 20 avions de chasse F-16 d'une valeur de 5,58 milliards. Ce package comprend de nouveaux lance-missiles guidés, canons anti-aériens, pods de ciblage avancés pour tireurs d'élite et systèmes radio. Il prévoit également un plan pour une formation bilatérale entre les deux pays. Il a même lancé une campagne de défense cybernétique bilatérale. De plus, le DoD a aussi engagé le système Nemesis pour l'exercice Balikatan de cette année. Cet exercice annuel est le plus important entre les États-Unis et les Philippines sur le plan militaire. Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System signifie Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System. Le Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System, un nouveau jouet de l'arsenal, est une plateforme d'armes high-tech. Il peut transporter des missiles anti-navires puissants combinés à un véhicule blindé léger, et peut être opéré à distance, réduisant les risques pour les troupes. Et il peut être rapidement déplacé entre différents endroits. Enfin, il est conçu pour frapper les navires ennemis depuis la terre. Cela crée l'environnement parfait pour attaquer la Chine depuis les îles Philippines en cas de guerre. La visite de Hegseth et la coopération accrue récemment montrent des signes d'un partenariat plus fort, et ce partenariat s'est montré plus près que jamais à contrer l'agression chinoise. Nation connue pour ses îles tropicales immaculées, ses plages de sable blanc et ses eaux cristallines, les Philippines entrent dans une ère très dangereuse et turbulente. En plus de tous ces attributs enviables, les Philippines se situent au cœur de la mer de Chine méridionale. Et dans l'ère géopolitique du XXIe siècle, cela signifie un conflit avec la Chine. Au-delà des complexes touristiques luxueux en bord de plage, l'activité militaire connaît une forte augmentation. Les troupes américaines multiplient les exercices, les visites officielles de haut niveau s'intensifient, et les forces armées philippines se préparent face aux ambitions croissantes de leurs gigantesques voisins du Nord. Pourquoi cela se produit-il maintenant ? Alors que les Philippines se précipitent vers le statut de pays du premier monde, l'intelligence artificielle va jouer un rôle clé dans cette transformation. Depuis longtemps, la Chine a continuellement renforcé sa position en mer de Chine méridionale. Elle a constamment revendiqué la pleine souveraineté sur cette étendue d'eau. Cela a inévitablement causé des tensions avec ses voisins d'Asie du Sud-Est, dont les Philippines. La Chine veut dominer cette région, non seulement pour des raisons économiques, mais aussi géopolitiques. Vous voyez ? La mer de Chine méridionale a environ 11 milliards de barils de réserves de pétrole inexploitées. Elle a également environ 190 billions de pieds cubes de gaz naturel. Ces éléments font de la mer une énorme réserve de ses ressources clés. La Chine, visant à devenir le principal acteur politique régional, veut la plus grande part de ce gâteau. Et elle n'a pas peur d'utiliser des revendications historiques pour justifier ses ambitions actuelles. Dans ce but, la Chine s'est opposée non seulement aux Philippines, mais aussi à d'autres pays voisins. Plusieurs pays, dont l'Indonésie, Brunei, la Malaisie, Taïwan et le Vietnam, revendiquent des territoires en mer de Chine méridionale. Depuis les années 70, la Chine revendique et s'empare d'îles en mer de Chine méridionale. Cela inclut les îles Spratly. Ils sont un archipel riche en ressources naturelles et en zones de pêche précieuses. Beaucoup de ces îles et zones de la mer sont dangereusement proches, ou même traversent les zones économiques exclusives d'autres pays. Ces conflits, souvent non résolus diplomatiquement, causent des tensions persistantes et un risque de guerre. Malgré les revendications de la Chine contre l'intervention étrangère dans sa zone économique exclusive, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer n'est pas du même avis. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer assure la liberté de navigation dans les zones économiques exclusives en mer. En 2016,
La Cour internationale de justice a statué en faveur des Philippines contre la Chine, concernant leurs différends dans la mer de Chine méridionale. Malgré le droit international, la Chine a agrandi des îles en mer de Chine méridionale pour y construire des infrastructures, tentant ainsi d'augmenter son emprise territoriale dans la région. De plus, ils ont même créé de toutes nouvelles îles. Pékin a construit des ports, des bases militaires et des pistes d'atterrissage sur ces îles agrandies et artificielles, plus particulièrement dans les îles Paracel et Spratly. Ces îles sont également revendiquées par Taïwan, les Philippines, le Vietnam et d'autres, soit dit en passant. Ces actions violant la loi de la mer sur la liberté de navigation, c'est là le problème. De telles perturbations vont gravement affecter le commerce le long du corridor économique de la mer de Chine méridionale. Les États-Unis ont donc réagi rapidement. Ils ont augmenté leurs propres activités de liberté de navigation le long de la mer, et ils ont également augmenté leur soutien à d'autres alliés régionaux. Il faut aussi discuter des relations américano-philippines. Les États-Unis et les Philippines ont une relation très spéciale mais complexe, commençant en 1898 avec la révolution philippine contre la domination coloniale espagnole. Durant ce conflit, les États-Unis sont intervenus de façon décisive contre les Espagnols. Dans la guerre hispano-américaine qui a suivi, les États-Unis ont triomphé et acquis les Philippines à l'Espagne. Ce début de relation a été très tumultueux, les Philippins ayant mené une guerre pour l'indépendance contre les Américains dès le départ. Les Philippins ont cependant perdu cette guerre. Après cette défaite, les îles sont restées sous la domination américaine jusqu'en 1946, après la Seconde Guerre mondiale. Durant la guerre, les Japonais ont conquis les Philippines. En réaction, ils se sont ralliés aux États-Unis pour s'opposer à l'occupation. Après cette alliance et les ravages de la guerre, les Philippines ont gagné leur pleine indépendance en 1946. Cependant, la relation est restée tendue pendant la guerre froide. Cela a été principalement dû au manque de soutien significatif des États-Unis pour développer l'économie philippine. Cela a été encore aggravé après que les Américains ont accordé plus de soutien à d'autres Asiatiques de l'Est et du Sud-Est, comme le Japon et le Sud-Vietnam. Malgré cela, les Philippines ont continué à soutenir les États-Unis pendant la guerre froide, signant le traité de défense mutuelle en 1951. Ce traité engageait les deux parties à se défendre mutuellement en cas d'attaque. Voilà l'essentiel. Cet accord crée un précédent important face aux tensions croissantes avec la Chine. Si les États-Unis ou les Philippines étaient attaqués par la Chine, ils devraient se soutenir mutuellement. Depuis, ils ont renforcé leur coopération militaire. Les troupes aux Philippines ont combattu contre les communistes pendant la guerre de Corée de 1950 à 1953. Et pendant cette époque, les États-Unis ont soutenu la dictature de Ferdinand Marcos. Pourquoi, vous demandez-vous? Vous voyez, Marcos était connu pour ses politiques anticommunistes. De façon cruciale, il a aussi permis aux États-Unis de garder ses bases militaires existantes, comme la base aérienne de Clark et la base navale de la baie de Subic. Ces bases étaient également cruciales pour l'effort de guerre américain au Vietnam à la fin des années 60 et au début des années 70. Le régime de Marcos a réprimé les révoltes musulmanes et communistes avec l'aide des États-Unis. En échange de ces collaborations, les États-Unis ont soutenu politiquement Marcos, consolidant ainsi son régime grâce à l'appui d'une superpuissance majeure. Sous le régime, la taille et le nombre de bases américaines aux Philippines ont progressivement diminué. En 1979, leur propriété est officiellement passée au gouvernement philippin. Le président Marcos a été destitué en 1986, mettant fin à sa dictature brutale. Après cela, les Philippines se sont orientées vers la démocratie sous la présidence de Corazon Aquino. Au début des années 90, le Sénat philippin a voté contre le renouvellement du bail des bases américaines. Pour cette raison, en 1992, les forces américaines ont été retirées. Cependant, la coopération militaire n'a jamais complètement cessé. En 1999, les États-Unis et les Philippines ont ratifié l'accord sur les forces visiteuses, dans le cadre du traité de défense mutuelle existant. Ce nouvel accord autorise notamment l'entrée sans visa des militaires américains aux Philippines. Il permet aussi aux troupes américaines et philippines de mener des exercices militaires conjoints. Parallèlement, les États-Unis ont renforcé leur aide économique aux Philippines, préservant les liens sécuritaires. Un autre événement clé de cette période a été la déclaration de la Journée de l'amitié américaine, en 1996 par le président Fidel Valdez Ramos. Cela commémorait aussi les 50 ans de l'indépendance des Philippines. La présidente Gloria Macapagal Arroyo n'était pas seulement une alliée diplomatique des États-Unis. Cependant, après le 11 septembre, les Philippines sont devenues un allié encore plus important des États-Unis. La présidente Arroyo a fermement soutenu la guerre contre le terrorisme qui a suivi du président américain George W. Bush. En 2003, les États-Unis considéraient déjà les Philippines comme un allié majeur non OTAN, une désignation critique. C'est non seulement symbolique, mais aussi une menace pour l'influence de la Chine dans la région. En 2014, les deux pays ont signé l'accord de coopération pour la défense renforcée. Accord de coopération pour la défense renforcée. C'était encore un autre mouvement qui a rapproché les deux partenaires. Ce nouvel accord donne aux troupes américaines l'accès aux bases philippines. Il leur permet également de mener des exercices rotatifs et de rester pendant de plus longues périodes. Après tous ces développements positifs dans la relation est venu Rodrigo Duterte.
Vous voyez, dès qu'il a pris ses fonctions en juin 2016, il a commencé à éloigner Manille de Washington. Les relations entre les deux pays se sont détériorées, de la création de liens plus étroits avec Pékin, à la menace de mettre fin à l'assistance volontaire française. Le président Duterte a eu des accrochages verbaux avec le président Obama. Duterte a menacé de compromettre des décennies de coopération et de soutien militaires américano-philippins. Cependant, cette impasse dans les relations n'était que temporaire. La position de Trump s'est adoucie lors de sa première présidence. Cependant, les relations ne se sont véritablement améliorées qu'avec l'arrivée au pouvoir de Bonbon Marcos Jr. en 2022. Le président Marcos a collaboré avec l'administration Biden pour normaliser les relations. Il a rencontré le secrétaire d'État Anthony Blinken et la vice-présidente Kamala Harris en 2022. Il a aussi rencontré le président Biden à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies de 2022. Pendant la réunion, les dirigeants ont négocié de nouveaux investissements et des accords sur la sécurité alimentaire et énergétique. Marcos a également renforcé l'accord de coopération pour la défense renforcée en 2023. Cette extension de l'accord était une affaire énorme. Cela a permis à l'armée américaine d'accéder à davantage de sites militaires dans tout le pays. Cela a essentiellement créé la plus grande présence américaine aux Philippines en plus de 30 ans. Le président Marcos est allé encore plus loin en 2024. Il a assisté à un sommet trilatéral à Washington aux côtés du président Biden et du premier ministre japonais Fumio Kishida. Lors de ce sommet, ils ont discuté de nouveaux accords pour préserver la sécurité et la liberté de navigation en mer de Chine méridionale. Ce sommet a été vu comme une tentative de freiner l'influence et les ambitions grandissantes de Pékin. Même durant le second mandat de Trump, ces liens ont continué à se consolider. La visite de Hegseth et la hausse des ventes d'équipements militaires illustrent le renforcement du partenariat. Comme nous pouvons le constater, la Chine n'est pas satisfaite du partenariat émergent entre les États-Unis et les Philippines. Cela menace sa position et ses intérêts en mer de Chine méridionale, nous amenant à examiner de plus près les différents sino-philippins. Nous pouvons mettre en évidence la deuxième île Tomazol des îles Spratly. Cette petite île tombe dans la zone économique exclusive de 200 miles des Philippines. En 1999, les Philippines ont échoué un navire connu sous le nom de Barco Angge, República Angge Filipinas Sierra Madre. Ils ont fait cela pour renforcer leurs revendications sur l'île. Depuis, la garde côtière envoie régulièrement des fournitures mensuelles aux navires, consolidant sa revendication. Cette zone est connue des Philippines comme la mer occidentale des Philippines. Récemment, la garde côtière chinoise a commencé à harceler les missions de réapprovisionnement philippines. Dès 2023, ces actions ont mené à des affrontements physiques. Des tactiques dangereuses et agressives comme celle-ci ne font qu'augmenter le risque d'une guerre totale. En lien avec ce conflit, les États-Unis envisagent de moderniser une base navale philippine clé. Le détachement naval Oyster Bay abrite les navires de patrouille, les canonnières et les ressources de réapprovisionnement de la marine philippine. Washington prévoit d'envoyer jusqu'à 5 millions de dollars à cette base d'ici l'été. Les États-Unis prévoient aussi de bâtir une installation pour aider au déplacement de navires de guerre de 24 pieds et au stockage de matériel dans la base. Ils vont aussi réparer la rampe de lancement de la base pour accueillir de plus grands navires. En dehors des missions de ravitaillement de Sierra Madre et du second banc de Thomas, la baie d'Oyster est la principale base d'opération des Philippines, en mer de Chine méridionale. La garde côtière chinoise a également eu des confrontations avec les Philippins, autour de cette baie, comme en juin de 2024. Dans cet incident, un SEAL de la marine philippine a perdu un doigt lors d'une collision avec un bateau chinois. Ainsi, avec cette agression chinoise croissante, les relations entre les deux pays sont critiques, et le timing a rendu le partenariat entre les États-Unis et les Philippines plus important que jamais. L'expansion de l'accord de coopération pour la défense renforcée de 2014 aura des implications de grande portée. Vous voyez, ces implications peuvent dépasser la sécurité philippine. Les tensions sino-américaines autour de Taïwan pourraient non s'étendre à l'île. Elles se sont accrues ces dernières années concernant son sort. Après la visite de l'île par Nancy Pelosi en 2022, Pékin a considérablement renforcé ses activités militaires autour de Taïwan. Si la Chine décidait d'attaquer et d'envahir Taïwan, les États-Unis pourraient utiliser leur position stratégique aux Philippines, notamment dans les îles les plus septentrionales et à Luzon, les plus proches de la Chine, pour contrer l'invasion. Luzon, l'île la plus vaste et peuplée des Philippines, a équipé ses bases militaires pour recevoir les troupes et équipements américains. Un point crucial. Les Philippines sont désormais au cœur d'un carrefour crucial dans la rivalité des grandes puissances. Les Philippines ne sont plus seulement une destination touristique tropicale paradisiaque, mais aussi un point de tension potentiel dans une guerre imminente. Les États-Unis sont de nouveau très présents auprès de leurs partenaires d'Asie du Sud-Est. Parallèlement, la Chine continue d'affirmer sa dominance en mer de Chine méridionale. La scène est prête pour un face-à-face géopolitique à haut risque. Que ce soit sur le sort de Taïwan ou son propre sort, les Philippines devront équilibrer la dissuasion avec la diplomatie. Il reste à voir si cela peut être réalisé. Une chose est sûre, avec le soutien total des États-Unis, Manille se prépare activement à affronter le géant asiatique. Ce n'est plus un pion sur le grand échiquier indo-pacifique, elle devient l'un des acteurs les plus importants.